Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui ouvre des portes. La couleur est la destination consciente d'un chemin stellaire. La Fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 1, une histoire de lumière. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de commencer avec vous la nouvelle saison du podcast qui va parler de la couleur sous toutes ses formes. Avant de commencer, j'ai une petite information pour ceux qui aiment non seulement écouter ma douce voix, mais qui aiment aussi lire du texte imprimé sur du papier pour avoir plus de temps pour réfléchir et aller dans le détail de la compréhension. J'ai écrit et publié un livre qui accompagne la première saison qui s'intitule « Le trou noir philosophique, conséquences des intelligences artificielles statistiques sur la connaissance ». Le livre est disponible en ligne sur le site internet du podcast lafourmi.media. Cette parenthèse refermée, nous allons pouvoir plonger dans un sujet que je promettais d'être un peu moins politique et éventuellement clivant que de l'opinion sur l'intelligence artificielle avec toute l'hystérie qui accompagne le sujet en ce moment. Vous verrez vers la fin de la saison que j'ai raté lamentablement. Il y aura bien un petit peu de politique parce que la couleur est tout à fait un objet culturel et social et c'était inévitable. Je m'en excuse par avance. En attendant, nous allons de toute façon commencer pour pouvoir parler dans un second temps de la couleur, de la créativité, de l'art et donc de la politique un tout petit peu à un moment. En tout cas, pour parler de la couleur en général, nous allons d'abord faire un petit détour par la physique. N'ayez pas peur, c'est qu'un mauvais moment à passer, je vous promets qu'on va bien s'amuser et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce qu'il y a avant la couleur qui est bien un phénomène limité à notre cerveau et nous allons donc parler un petit peu de la lumière qui crée la couleur et nous allons voir que depuis l'invention des toutes premières lentilles connues il y a déjà 2700 ans jusqu'aux découvertes optiques et au modèle ondulatoire de la lumière au 19e siècle puis de l'optique quantique et de la physique quantique du 20e siècle, eh bien l'histoire de la lumière elle s'est pas faite en ligne droite du tout. Place donc aujourd'hui à cette histoire scientifique de la couleur, avant dans les prochains épisodes d'aller explorer d'autres aspects bien différents du phénomène. Prenez un électron, ou plutôt imaginez-le. Cet électron fait partie d'un atome à la surface d'une étoile, dont il est, en l'état actuel de nos connaissances, une des briques fondamentales. Parmi ses quelques propriétés, il possède une charge électrique négative. Autrement dit, il interagit avec le champ électromagnétique, qui est un des champs quantiques qui baignent l'univers entier en tout lieu, tels d'immenses océans qui baignent et forment l'univers. Ainsi, chacun des mouvements de cet électron perturbe ce champ en quelque sorte, et il crée des vagues, tel un poisson nageant par là. Par exemple, à cet instant, cet électron tout excité, plein d'énergie résultant des réactions de fusion nucléaire et des forces physiques qui ont lieu au sein de l'étoile dont il fait partie, cet électron relâche soudainement une partie de cette énergie débordante qui le rendait instable et retourne dans un état un peu plus calme. Ce faisant, il perturbe le champ électromagnétique et il y crée une vaguelette. Cette vaguelette, elle prend la forme d'une onde, ou plutôt d'un petit paquet d'ondes si on veut, qui contient exactement l'énergie qu'il a relâchée et qui se propage en ligne droite à travers ce champ, à travers l'univers. Selon son comportement, on décrira ce petit paquet d'énergie aussi bien comme un point qui se déplace, c'est-à-dire comme une particule, que comme une onde, une oscillation, qui a donc une fréquence et qu'on appellera un photon. Dans tous les atomes voisins de celui qu'on vient d'observer, dans tous les atomes qui constituent cette étoile, dans ce nombre incommensurablement grand de particules, les mêmes activités ont lieu, et l'étoile émet en permanence, à chaque instant et dans toutes les directions, un flot ininterrompu de photons constituant le rayonnement électromagnétique qui portera leur énergie à travers l'espace et le temps.
tous ne voyageront pas indéfiniment. Certains rencontreront d'autres perturbations du champ électromagnétique, en particulier les électrons d'autres atomes sur leur chemin, comme ceux de l'atmosphère de leur étoile d'origine, ou bien ceux de l'atmosphère d'une planète. Ils pourront éventuellement être absorbés par ces électrons qu'ils rencontrent et leur voyage s'arrêtera là. Mais les autres photons pourront continuer leur voyage, tout en étant éventuellement déviés par leur rencontre, et une petite partie d'entre eux finira peut-être sa course sur Terre, plus précisément dans l'œil d'un animal, voire d'un mammifère, ou plus spécifiquement encore celle d'un être humain, le vôtre par exemple. Au fond de cet œil, ces photons rencontreront votre rétine et une partie d'entre eux interagira avec des cellules bien particulières de la rétine qui présentent des opsines, c'est-à-dire des protéines spécifiques à leur surface, qui excitera les électrons de certains atomes qui composent ces opsines, et ce changement de configuration des atomes des protéines pourra même provoquer des réactions chimiques, aboutissant à un minuscule courant électrique, une impulsion, qui sera propagé, transformé et traité de neurone en neurone, agrégé avec d'autres impulsions en un signal porteur d'informations jusqu'à votre cerveau. Là, il pourra avoir de nombreux effets et par un processus encore mystérieux, il se formera une perception consciente, qualitative mais subjective de cette information, ce qu'en philosophie on appelle un qual, c'est la couleur. Étoile jaune, géante rouge, naine blanche et enfin naine noire, ce sont des tailles et des couleurs qui expliquent l'avenir de notre étoile, le Soleil, de la même manière que nous nommons notre planète bleue, le héron cendré, le lézard vert, le vin blanc et le café bien noir. Depuis les étoiles jusqu'à la vie, la couleur est une composante sensitive essentielle de la description de notre propre monde. Elle est un phénomène cérébral, conscient et subjectif, résultant d'une perception spécifique du monde physique ou ontologique qui nous entoure. Elle est une interprétation subjective du monde, mais c'est aussi la conséquence de phénomènes physiques et objectifs, montrant un lien de causalité entre le corps et l'esprit qu'il nous faut comprendre plus finement pour analyser la couleur sous toutes ses formes et ses usages. On va rembobiner un peu, et avant de plonger dans la symbolique de la couleur, on va revenir à la lumière. Avant de pouvoir traiter de sa perception physiologique et de son interprétation mentale, commençons donc par interroger la physique sur ce que c'est que la couleur à travers l'histoire des sciences depuis l'Antiquité jusqu'au monde contemporain. Ce n'est qu'au XXe siècle que la lumière a vraiment été comprise comme la propagation de photons, qui sont à la fois des ondes et des particules, à travers le champ électromagnétique. Et ça s'est fait avec le développement de la physique quantique et de la théorie quantique des champs. Mais comme toutes les théories scientifiques, cette compréhension est le résultat d'un long raisonnement philosophique et scientifique qu'on peut faire remonter jusqu'à l'Antiquité. On retrouve déjà des lentilles optiques qui étaient fabriqués de cristaux polis, en général du quartz, dès 700 ans avant notre ère, en Assyrie, puis en Égypte et à Babylone. Les Grecs et les Romains y remplissaient des sphères de verre avec de l'eau pour créer des lentilles ardentes, c'est-à-dire des lentilles qui font converger la lumière et qui servent à allumer du feu. Par contre, cette maîtrise technique des lentilles très ancienne ne nous dit pas grand-chose sur l'existence de théories concernant la lumière et l'optique. C'est plutôt pratique et ça nous dit encore moins de choses à propos de la couleur. C'est vers le 3e siècle avant notre ère, en fait, que les premières théories apparaissent, en particulier dans les écrits d'Euclide, le philosophe et mathématicien grec qui explique la lumière au moyen de rayons lumineux, c'est-à-dire qu'il considère que la lumière est composée d'un ensemble de rayons parfaitement droits, infiniment fins, et ça c'est ce qu'on appelle l'optique géométrique, qui permet d'expliquer la formation et de construire géométriquement des images. C'est grâce à elle qu'on a théorisé la perspective bien plus tard dans l'histoire de l'art. Mais cette optique géométrique, elle ignore de quoi est composée la lumière, ce qui constitue les rayons eux-mêmes.
C'est à la même époque que Archimède aurait sauvé la ville grecque de Syracuse d'une invasion romaine en mettant feu aux navires romains en utilisant de grands miroirs ardents, des miroirs qui concentrent la lumière du soleil sur les bateaux pour les enflammer. Alors c'est peu probable en réalité que cette histoire elle soit historique. Les miroirs en bronze poli de l'époque d'Archimède, ils pouvaient certainement pas être utilisés pour enflammer des navires à distance comme ça, mais on soupçonne qu'Archimède fait aussi partie des premiers physiciens à avoir travaillé sur l'optique géométrique. Cette interprétation géométrique de la lumière en rayons lumineux bien droits et qui peuvent rebondir ou être déviés, c'est encore aujourd'hui une approximation suffisamment efficace dans de nombreuses applications qui vont du microscope au télescope qu'on utilise en astronomie, en passant aussi par les antennes radio. Ça marche du moment que les éléments utilisés sont d'une dimension relativement grande par rapport aux longueurs d'onde de la lumière concernée. Mais bon, on va pas prendre trop d'avance, on reparlera de longueurs d'onde un peu plus tard. En tout cas, au IIe siècle de notre ère, Ptolémée écrit à son tour un traité d'optique, et il analyse les propriétés de la lumière, en particulier la réflexion et la réfraction. Il traite spécifiquement de la réfraction atmosphérique, et il s'interroge sur la couleur. Alors, cette description de la lumière était très fiable, mais on ne sait toujours pas ce qui constitue la lumière, de quelle manière concrète elle naît et elle se propage. Pendant l'Antiquité, on se demande en fait si la vision serait pas le résultat de rayons envoyés par les yeux et qui viennent palper les objets, à la manière du toucher. C'est d'ailleurs une approximation de la lumière tout à fait acceptable en fait, bien que ça nous paraît un peu moins intuitif aujourd'hui. En tout cas, c'est de cette manière que fonctionne la synthèse d'images en 3 dimensions en informatique. Dans ce domaine, on simule l'émission des rayons depuis la caméra, plutôt que depuis les lumières. Ça permet d'optimiser le calcul pour calculer que ce qui peut être vu par la caméra, et ça fonctionne très bien. D'autres dans l'Antiquité se demandent au contraire si ce sont pas les objets qui émettent des rayons qui parviennent aux yeux de l'observateur. Épicure, le philosophe grec, environ 400 ans avant notre ère, soutient cette dernière idée. C'est le cas d'ailleurs de tous les atomistes dont il fait partie, qui considèrent même que ces émanations sont faites d'atomes. Elles sont composées des grains fondamentaux qui ont été suggérés par Leucippe et Démocrite à partir du 5e siècle avant notre ère, comme étant le composant fondamental de la matière. D'autres philosophes, enfin, font aussi une sorte de synthèse de ces 2 propositions en considérant que la vision, c'est le résultat de l'interaction d'un flux visuel issu des yeux et des émanations issues des objets. Ça, c'est justement ce que pense Ptolémée, qui suppose que les émanations venant des objets portent la luminosité et la couleur. Il constate aussi qu'un objet ne peut pas receler par lui-même de luminosité, qu'il doit être stimulé. C'est 700 ans plus tard, au IXe siècle, que Al-Kindi, un des plus grands philosophes arabes, émet l'idée que tous les objets émettent des rayons, en fait, dans toutes les directions qui baignent le monde entier. C'est effectivement à travers les travaux des philosophes et des savants issus du monde médiéval arabo-musulman que l'optique géométrique a évolué et s'est précisée durant le Moyen-Âge. Ibn Sal écrit en 984 un traité sur les lentilles et les miroirs ardents, tels que ceux qu'aurait conçus Archimède pour défendre Syracuse. Et dans ce traité, on retrouve la première mention de la loi de la réfraction, c'est-à-dire le fait que la lumière est déviée lorsqu'elle change de milieu. Par exemple, quand la lumière passe de l'air à l'eau, alors sa direction change, de la même manière que quand elle passe de l'air au verre, sa direction change aussi. Et cette réfraction, ça s'applique en réalité à toutes sortes d'ondes et pas seulement la lumière d'ailleurs. Ça marche aussi pour les ondes acoustiques ou les ondes sismiques, par exemple. Mais bon, encore une fois, on reviendra sur la notion d'onde un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, cette loi, ou plutôt ces lois, seront redécouvertes indépendamment au XVIIe siècle par le mathématicien et physicien néerlandais Snell, et aussi par un certain René Descartes, philosophe français. Ces lois, découvertes au Xe siècle par les philosophes arabes, et redécouvertes 700 ans plus tard en Europe occidentale, sont donc le fondement de l'optique géométrique moderne. Al-Hazen, un autre philosophe arabe extrêmement important dans l'histoire des sciences, qui était contemporain de Ibn Sal dont on vient de parler. Al-Hazen, donc, c'est le véritable fondateur de l'optique moderne et c'est le premier à véritablement en faire un sujet multidisciplinaire qui relève à la fois de la physique et des maths, mais aussi de la physiologie, de la psychologie. Il étudie le fonctionnement de l'œil et l'interprétation des images par l'esprit. Et Al-Hazen, en soumettant quasi systématiquement ses hypothèses à des expériences, c'est un précurseur de la méthode scientifique qui valide les principes fondamentaux de l'optique et il les décrit dans un traité sur le sujet.
On est au Xe siècle, en plein Moyen-Âge. Il confirme que la lumière se déplace en ligne droite, mais à vitesse variable en fonction des milieux traversés. Il constate qu'elle s'affaiblit avec la distance, il constate qu'une source de lumière irradie, mais que les objets éclairés irradient aussi, dans toutes les directions. Et il définit ainsi les lois précises de la réflexion de la lumière qui rebondit, qu'on associera postérieurement aux lois de la réfraction, qui expliquent comment la lumière est déviée quand elle change de milieu. Ces lois expliquent aussi la diffraction, c'est-à-dire la manière dont la lumière est aussi déviée par des obstacles, ou des petits trous d'ailleurs, sur son chemin, et c'est ce qui explique les couronnes lumineuses qu'on peut observer autour du Soleil ou de la Lune quand le temps est brumeux. Vous avez certainement déjà pu observer ces halos quand il y a de la brume autour de la Lune, ou du Soleil, ou même des étoiles les plus lumineuses. Ce phénomène ne s'explique d'ailleurs que si on voit la lumière comme une onde, qu'on peut comparer au son ou au rond dans l'eau de la mare dans laquelle on jette un pavé. Pour comprendre la diffraction, vous pouvez imaginer la manière dont un bâton planté dans le cours d'une rivière calme modifie la forme des vagues en aval. Et cette description de la lumière comme une onde, dont les vaguelettes seraient microscopiques et invisibles, c'est une idée défendue par Al-Farisi, un autre philosophe arabe, successeur d'Al-Hazen, qui lui soutenait que le mouvement de la lumière était analogue à celui des corps, et expliquait la réflexion d'une manière assimilable au mouvement des boules de billard. Onde ou particule, ce débat va continuer à la Renaissance et même jusqu'au XIXe siècle, alors que cette nouvelle science qu'on appelle l'optique se formalise. C'est en 1637 que René Descartes redécouvre les lois de la réfraction, qu'il a publiées avec son célèbre Discours de la méthode, celui où il écrit « Cogito ergo sum », je pense donc je suis. Et Descartes, en redécouvrant ces lois de la réfraction, il développe donc un modèle ondulatoire de la lumière. Pour lui, c'est bien une onde, détaillée par Christian Huygens, un mathématicien, astronome et physicien néerlandais très important. Alors que pendant ce temps-là, un autre physicien relativement important, Isaac Newton, lui, il soutient l'idée que la lumière est plutôt de nature corpusculaire. C'est lui qui découvre d'ailleurs que la lumière blanche du soleil, elle peut être dispersée au moyen d'un prisme en un spectre coloré semblable à l'arc-en-ciel, mais il découvre aussi et surtout que ce spectre peut aussi être recomposé pour reformer de la lumière blanche à partir de l'arc-en-ciel. Avec cette découverte, Newton écrit « Il me fut agréable de contempler les couleurs vives et intenses ainsi produites. » Il était fasciné par la couleur. En tout cas, cette découverte l'amène à développer la première théorie scientifique de la couleur. C'est en 1704 qu'il répartit ces couleurs issues du spectre de la lumière blanche dans l'ordre sur un cercle, comme un arc-en-ciel qui se refermerait sur le violet. Et au centre de ce cercle, il fait figurer le gris et indique en commentaire que les couleurs composées doivent se trouver à l'intérieur de ce cercle. Ça, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le cercle chromatique et qui permet de représenter toutes les couleurs, toutes les teintes visibles pour une intensité donnée. Alors dans ce débat entre ondes et particules, ce qui se passe, c'est que Newton, il est quand même très célèbre et il a beaucoup d'influence. Et ça fait que finalement, la question de la nature de la lumière, elle sera pas tranchée avant le 19e siècle, parce que personne n'ose contredire Newton et lui dire « Non, moi je pense que c'est une onde ». C'est en 1801 que Thomas Young, un physicien, médecin, égyptologue anglais, un polymathe, quoi, au même titre que Léonard de Vinci ou Leibniz ou même Francis Bacon, pas le peintre, le philosophe. C'est donc en 1801 que Thomas Young construit une expérience qui permet de mettre fin au débat en étudiant la diffraction de la lumière, c'est-à-dire quand la lumière est déviée par des obstacles. Dans cette expérience extrêmement importante dans l'histoire des sciences, il place une unique source de lumière qui traverse deux petits trous percés dans un plan opaque. Sur un écran qu'on met en face des petits trous, de l'autre côté de la lumière, on observe alors un motif où des ombres et des lumières s'alternent. C'est le résultat de l'interférence de la lumière avec elle-même, ça prouve sa nature ondulatoire. On peut imaginer ça si on revient sur la rivière calme dans laquelle on a planté un bâton verticalement qui perturbe le cours de l'eau.
en aval du bâton, on a des vaguelettes qui prennent une forme de triangle. Et si on ajoute un deuxième bâton juste à côté du premier, de manière à ce qu'une partie du triangle de vaguelettes de ce nouveau bâton chevauche et interagisse avec le triangle de vaguelettes du premier bâton, alors dans cette zone d'interaction des ondes, il y a des interférences, c'est ce qui font que se propagent de nouveaux motifs plus complexes, mais toujours réguliers et répétitifs dans les vagues, et ces motifs ils résultent en fait de l'annulation ou de l'amplification locale des ondes, c'est-à-dire que par endroits les ondes s'amplifient, par endroits elles s'annulent en interagissant, ça dépend de la manière dont elles se chevauchent. En fait, ce que prouve l'expérience des fentes de Young, on pourrait dire les petits trous de Young, mais l'histoire a plutôt retenu les fentes de Young, cette expérience prouve que la lumière se comporte de la même manière en aval de deux petits trous rapprochés. Ça prouve donc qu'elle est de nature ondulatoire, que c'est pas des particules mais plutôt des ondes qui se propagent. Et à la même époque, Augustin Fresnel, un ingénieur et physicien français, est mis au courant de l'expérience de Thomas Young. Il reprend cette idée et il perfectionne ce modèle ondulatoire qui est donc hérité de Huygens et Descartes, et il produit un nouveau modèle complet, capable d'expliquer tous les phénomènes optiques qui étaient connus alors, c'est-à-dire la réflexion, la réfraction, la lumière qui est déviée quand elle change de milieu, la diffraction, la lumière qui est déviée par des obstacles, et les interférences, ainsi aussi que la dispersion, qui est le phénomène qui donne naissance aux arcs-en-ciel. C'est enfin, en ce début de 19e siècle, que la théorie corpusculaire de Newton est finalement abandonnée. Mais ce qu'on n'explique toujours pas, c'est la nature du milieu dans lequel la lumière se propage. Eh ben oui, parce que si la lumière c'est une onde, alors il lui faut un support. Il faut quelque chose qui vibre et qui ondule. Comme le son est une onde qui se propage dans la matière, le son se propage dans l'air, dans l'eau, il peut se propager aussi dans les solides, dans les murs, ou comme les ondes sismiques qui se propagent dans le sol et dans le cœur de la planète. Du coup, à l'époque, on conçoit la lumière comme une vibration dans un milieu très ténu dans lequel tout l'univers baignerait, c'est ce qu'on appelle l'éther. C'est aussi en ce début de 19e siècle qu'on note que la lumière, comme d'autres ondes, sauf le son, peut être polarisée. Là, je ne fais qu'introduire le mot, on reviendra et on expliquera la polarisation dans un épisode un peu plus tard. En tout cas, cette propriété, qui est découverte en 1809 par Étienne-Louis Malus, un ingénieur et physicien français, cette propriété de polarisation, elle n'est pas tout à fait étrangère à la notion de couleur. On y reviendra. Il reste encore quelques petites choses à découvrir à propos de la lumière dans ce modèle ondulatoire. Ça va arriver dans la deuxième moitié du 19e siècle avec James Clerk Maxwell. Maxwell était un physicien et mathématicien écossais extrêmement important dans l'histoire de l'étude de l'électricité, du magnétisme. C'est lui qui a créé les équations de ce qu'on appelle maintenant l'électromagnétisme. Et donc James Clerk Maxwell a aussi théorisé ce qu'on appelle maintenant le rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement, qui donc porte les interactions liées à l'électricité et au magnétisme, la lumière en est une petite partie. C'est un spectre qui s'étend a priori à l'infini, dont la lumière fait partie. Je vous propose de faire une petite pause dans notre voyage historique sur la lumière et la manière dont on l'a compris. On sait maintenant que la lumière, elle peut être interprétée comme une onde, une vibration, une oscillation qui se propage en ligne droite dans l'espace. Elle est indissociable de l'électromagnétisme dont elle est le vecteur. Elle peut être réfléchie par différentes surfaces, comme l'a expliqué Ptolémée, ou bien réfractée, c'est-à-dire déviée lors de son passage dans différents milieux, comme en passant de l'air à l'eau ou de l'eau au verre. Elle peut être diffractée, c'est-à-dire déviée par des obstacles. Et elle peut aussi être dispersée, comme avec le prisme de Newton, c'est-à-dire que les couleurs qui la composent peuvent être séparées. Et ces couleurs au cœur de la lumière correspondent à la longueur d'onde de la lumière, qu'on interprète donc comme une onde. Si on revient un petit peu sur l'image de la rivière, la longueur d'onde des vaguelettes, c'est en fait, on peut considérer que c'est la distance entre le sommet de chaque vague, et ça se mesure donc en mètres ou en centimètres dans une rivière. Dans le cas de la lumière visible, presque infiniment petite, on va mesurer cette longueur d'onde plutôt en nanomètres, c'est-à-dire en millionième de millimètre. Quelque chose de pas bien grand. Ces longueurs d'onde, on a appris à les mesurer dans la lumière visible, dans la lumière blanche qui nous vient du soleil. Cette lumière, elle va d'environ 420 nanomètres,
que l'œil perçoit comme du violet, on y reviendra, jusqu'à environ 700 nanomètres pour ce qu'on perçoit comme le rouge. Et entre les deux, on a toutes les couleurs qu'on appelle de l'arc-en-ciel. Le bleu à 470 nanomètres, le vert à 540 nanomètres, le jaune à 580 nanomètres, le orange à 590 nanomètres, le rouge au-delà de 600 nanomètres. C'est Thomas Young d'ailleurs, dont on a déjà parlé avec ses deux fentes, qui effectue le premier ces mesures, en 1802 déjà. Alors il faut garder en tête que le spectre de la lumière du Soleil et les ondes électromagnétiques en général s'étend bien au-delà de cette gamme visible qui va de 420 à 700 nanomètres. On a par exemple l'ultraviolet, dans les longueurs d'onde plus courtes que 380 nanomètres, puis les rayons X, qui sont de 10 nanomètres, et les rayons gamma, qui sont plus courts que 10 picomètres. Du côté des longueurs d'onde plus longues, l'infrarouge commence vers 780 nanomètres, juste au-delà du spectre de la lumière visible, et derrière, plus grand, on a les ondes radio qui font 1 mm. Les ondes radio, vous les connaissez bien, elles incluent, dans l'ordre, la diffusion par satellite, le Wi-Fi, le Bluetooth, les radars, les fours à micro-ondes, la téléphonie mobile, la 2G, 3G, 4G, 5G, la radiodiffusion et la télédiffusion. Ça, ce sont des ondes qui vont de 1 mètre à 100 mètres. On imagine souvent les ondes électromagnétiques comme des petites choses, des petits grains infiniment petits, mais la longueur d'onde des ondes radio peut bien atteindre 100 mètres. Alors si je reviens à la lumière visible, associer le nom d'une couleur, comme je l'ai fait, à une longueur d'onde spécifique, c'est une histoire de définition. C'est nous qui avons décidé d'appeler bleu, ce qui se situe à 470 nanomètres. Mais on y reviendra, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est bien le mélange des longueurs d'onde dans la lumière qui fait la couleur de ce qu'on perçoit. Et je répète qu'on ne parle que de ce qu'on voit, le spectre de la lumière du soleil étant bien plus large. Le spectre de toutes les ondes électromagnétiques semble infini, allant des ondes infiniment courtes jusqu'aux ondes infiniment longues. Et ces différentes longueurs d'onde qui composent la lumière, elles peuvent être réfléchies, réfractées, diffractées différemment les unes des autres. Elles peuvent même interagir, comme on l'a vu en aval des fentes de Young, et ça modifie, in fine, la composition et donc la couleur de la lumière qui atteint notre œil, et ça donne ainsi leur couleur aux fleurs et aux montagnes, aux cieux et aux coraux, aux nymphéas de Monet, à l'outre-mer d'Yves Klein, à l'aube, au crépuscule et aux arcs-en-ciel. À la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin a dit « Il n'y a plus rien à découvrir en physique maintenant, il ne reste plus qu'à mesurer de plus en plus précisément. » Effectivement, tout au long du XIXe siècle, les sciences ont fait d'énormes bonds en avant et on pouvait avoir l'impression d'avoir tout expliqué. Mais Lord Kelvin ignorait alors une petite ombre portée sur notre description de la lumière et de la couleur physique. Et ce petit détail, c'est ce qui va introduire le photon et, en fait, complètement révolutionner la physique. C'est de cette révolution des sciences au XXe siècle dont je vous parle au prochain épisode où nous ferons le tour de l'optique quantique et nous aurons ainsi compris de quoi est faite la lumière physiquement parlant et nous pourrons continuer notre tour et découvrir comment cette lumière se comporte, comment elle est créée, comment elle est modifiée sur son chemin. Nous parlerons des étoiles, des flammes des bougies, des diodes électroluminescentes, mais aussi des feux follets, des feux de Saint-Elme. Nous parlerons aussi de la manière dont les êtres vivants eux-mêmes peuvent être source de lumière via la bioluminescence, nous parlerons de l'irisation des plumes des oiseaux, nous parlerons de tous ces phénomènes optiques et lumineux fascinants qui finiront par guider la lumière dans nos yeux et provoquer la vision, en particulier celle des couleurs chez pas mal d'animaux. Ce sera le sujet d'encore autres épisodes qui vont suivre où nous allons comprendre comment nous avons biologiquement évolué afin de percevoir ces couleurs et comment elles vont prendre une place phénoménale dans les sens humains et comment les humains vont se mettre à les utiliser pour faire passer des messages artistiques, culturels, politiques parfois. C'est le sujet de cette nouvelle saison du podcast La Fourmi dans la coquille que je vous invite à suivre avec moi.
J'espère que cet épisode vous a plu et que le podcast vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, je vous invite à le partager partout, aussi bien sur internet, les réseaux sociaux, que auprès de vos amis. Parlez-en à votre belle-mère et à votre beau-père au prochain repas de famille. Et n'oubliez pas de mettre des likes, des pouces levés, des étoiles ou des commentaires gentils sur les sites et les fournisseurs de podcasts que vous utilisez, parce que si vous le trouvez intéressant, ça vaut peut-être le coup que d'autres personnes l'écoutent aussi. N'oubliez pas que toutes les sources et les articles détaillés écrits avec soin, on parle de plusieurs mois d'écriture, sont disponibles sur lafourmi.media si vous souhaitez approfondir. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à m'envoyer un petit message à contact@lafourmi.media si vous avez des commentaires, des envies, des remarques. Je suis ouvert à toute discussion et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.